Bonsoir à tous, merci de votre attention. Voici les titres de l'actualité de ce mardi. Première poussée de fièvre à l'Assemblée nationale pour le nouveau gouvernement Raffarin. La France est en dépôt de bilan, accuse la gauche qui demande un audit des comptes publics. Les vociférations ne me feront pas changer de cap, répond le Premier ministre. Une journée au pas de course pour Elisabeth II à Paris, le Sénat, Matignon, l'Hôtel de Ville, le musée du Louvre et un bain de foule sur un marché traditionnel. La reine célèbre l'amitié mais aussi les différences, dit-elle, entre la France et le Royaume-Uni. C'est bien un groupuscule néo-nazi qui a été démantelé près de Châteauroux. 14 personnes mises en examen, des armes à feu, des armes de guerre même ont été saisies, ainsi que des ouvrages révisionnistes. 26 000 réunions dans toute la France. La synthèse des débats sur l'école a été publiée aujourd'hui. Parmi les priorités exprimées, le retour aux savoirs fondamentaux, lecture, écriture, et aussi l'apprentissage du savoir-vivre. Enfin, l'Irak, la révolte des chiites se poursuit dans plusieurs villes du pays. On compte 124 morts en 2 jours d'affrontement. La milice de Moqtada Sadr s'engage à poursuivre l'insurrection. On s'y attendait, après les régionales et le remaniement, le climat politique s'est donc brusquement durci aujourd'hui. Illustration avec ses premiers échanges très vifs à l'Assemblée sur le débat de ce printemps. On l'évoquait hier, les finances de l'État. La gauche demande un audit des comptes publics. Alexandre Carra, André Issora. Merci. Il y a une seconde. Il y a des mots que j'ai entendus de ce côté et de ce côté qui sont inadmissibles. C'est le mot de voyou. Climat tendu aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Et très vite, les hostilités sont ouvertes. La France est en état de dépôt de bilan. En 2 ans, les déficits publics ont été multipliés par 3. Celui de la sécurité sociale par 5. L'endettement dépasse désormais le plafond record de 1 000 milliards d'euros. La parole est à Monsieur le Premier ministre. Réponse cinglante d'un Premier ministre qui a du mal à contrôler sa colère. Vous n'êtes pas, Monsieur Hérault, innocent des déficits de la France. Vous n'êtes pas innocent des dettes et des factures. Tous les jours arrivent à Matignon et à Bercy des dettes et des factures sur lesquelles il y a la signature socialiste. Alors, les leçons de morale appellent un peu de modestie. Sur les bancs socialistes, on se déchaîne. Et à la sortie, on critique une tentative de masquer la réalité des chiffres. Merci. Les déficits aujourd'hui sont bien supérieurs à ce que le gouvernement lui-même ose avouer et très supérieurs à ce qu'il faudrait pour une politique économique coordonnée en Europe. Si nous n'avons pas de confiance aujourd'hui, pas de croissance et donc pas d'emploi, c'est parce que personne n'a confiance dans l'économie française. Dans l'hémicycle, des députés britanniques de passage à l'Assemblée n'ont rien perdu du spectacle, avec en prime un commentaire du Premier ministre. Churchill said no sport, except in theatre. Venus en France dans le sillage de la reine, voici des visiteurs qui n'ont pas été déçus du voyage. Oui, comment augmenter les dépenses sociales tout en diminuant les impôts et les déficits, c'est le défi que doit relever Nicolas Sarkozy. Il était resté silencieux depuis sa nomination. Il a dévoilé ses pistes aujourd'hui, toujours à l'Assemblée. Stéphane Despinois. Qui prévoit un déficit supérieur Première à 4% posture, à 2 jours d'une mobilisation des salariés d'EDF-GDF, le nouveau ministre de l'économie joue au démineur. Alors, monsieur le ministre, ma question est simple. Voilà. EDF-GDF ne sera pas privatisé. En revanche, nous devrons changer pour l'adapter, le statut de ces grandes entreprises, pour leur donner les moyens du développement dont ils ont besoin. Le premier propos vise donc à rassurer les 140 000 agents d'EDF-GDF. Leur statut personnel ne sera pas modifié. Nicolas Sarkozy veut aussi rassurer les Français. Il dit se préoccuper de leur argent. Il n'est pas question, monsieur de Courson, de laisser filer les déficits. Que les choses soient très claires et que l'on ne compte pas sur moi pour mener une politique qui conduirait le pays à rien d'autre qu'au désastre financier. Pourtant, en 2 ans, le déficit public a plus que doublé. Une évolution que confirment les derniers chiffres. En février, le déficit budgétaire de l'État atteint 20 milliards d'euros, une hausse de 35% en 1 an. Pour se donner de l'oxygène, Nicolas Sarkozy confirme la vente d'une partie des bijoux de famille. Une dizaine de privatisations est à l'ordre du jour. Le ministère des Finances espère en tirer plusieurs milliards d'euros pour rembourser la dette et pour recapitaliser l'industrie.
Et on en vient maintenant à la principale journée de la visite en France d'Elisabeth II, sur un rythme toujours aussi trépidant, journée marquée notamment par un entretien à Matignon avec Jean-Pierre Raffarin et un discours au Sénat, la reine qui célèbre l'amitié entre la France et le Royaume-Uni, mais qui n'élude pas les différences avec, vous allez l'entendre, un certain franc-parler. Bernard Lebrun, Mickaël Cariou. Quand le Sénat français accueille le chef de l'État de la plus vieille démocratie parlementaire du monde, il le fait dans le plus grand apparat. La reine Elisabeth et le duc d'Édimbourg sont reçus par les présidents des deux chambres, Christian Poncelet et Jean-Louis Debré. Bernadette Chirac est aussi présente avec un nouveau chapeau. Hommage politique à la reine Elisabeth II, dont la 4e visite d'État en France coïncide avec le centenaire du traité dit de l'entente cordiale entre la France et le Royaume-Uni. Une reine parfaitement consciente du récent différend qui a opposé Paris et Londres à propos de l'Irak. Nos ancêtres ont su tourner la page de leurs différends il y a 100 ans. À nous d'en faire autant. Une seconde journée très politique donc pour Sa Majesté, qui ce midi a déjeuné à l'hôtel Matignon. Au menu, un sujet cher au Premier ministre, la décentralisation. Même en coup de vent, la reine, qui est aussi chef de l'Église d'Angleterre, n'a pas manqué de saluer à Saint-Eustache l'archevêque de Paris, Monseigneur Lustiger. Mais c'est surtout hier soir, lors du dîner d'État, que les 240 invités de la présidence ont pu apprécier le style et l'humour de la souveraine britannique. Bien sûr, nous ne serons jamais d'accord sur tout, mais la vie manquerait de sel. La pluie d'Outre-Manche et le soleil de France, ce sont là des complémentarités que nous avons tout lieu d'apprécier. Vive la différence, mais vive l'entente cordiale. À 77 ans, 78 le 26 avril prochain, la reine Elisabeth II demeure la meilleure ambassadrice de charme de son pays. Oui, et auparavant, la reine avait assisté à une représentation des écuyers des cadres noirs de Saumur, la prestigieuse école d'équitation, et ce, dans ce manège couvert de la garde républicaine. On sait qu'Elisabeth II est passionnée d'équitation. À ses côtés, Bernadette Chirac, vêtue cette fois, vous l'avez aperçu, d'une veste en daim et d'un chapeau orné d'une bande de plumes. La reine qui s'est aussi rendue au Louvre pour la visite d'une nouvelle galerie dédiée à l'art britannique qui n'ouvrira qu'en 2005. Séjour au pas de course donc, avec également un bain de foule très organisé sur un marché typically French, celui de Montorgueil, près des Halles. Caroline Gauthier, Didier Dahan. Un air de fête dans la rue Montorgueil. C'est l'étape pittoresque de la visite de la reine en France. Une lourde responsabilité pour le pâtissier qui lui a préparé une surprise. Ça a été terminé à minuit, c'est un œuf pas très grand, mais il est très beau, il est magnifique, il y a eu beaucoup de travail. En face, dans la boutique du fleuriste, une brassée de pois de senteur attend Sa Majesté. L'heure approche, inspection de tous les étals, les forces de l'ordre sont sur le qui-vive. Des cris, des applaudissements, la voilà enfin. Elisabeth II accepte avec le sourire les gestes de bienvenue des commerçants. Je lui ai remis le bouquet, c'était formidable. Elle a eu l'air tout à fait heureux, elle l'a trouvé magnifique, m'a-t-elle dit. Dans une ambiance bon enfant, la reine va à la rencontre de la foule. Elle échange même quelques mots avec cette habitante du quartier, et en français. Vive la reine! Elle m'a demandé si j'habitais ici en français. Et puis j'ai répondu que oui et que j'étais une ancienne prof d'anglais. J'ai répondu en anglais. Elle était sympa, mais elle est pas très grande, elle est petite. C'est mes 25 ans aujourd'hui et donc je suis très content d'avoir offert une rose à la reine. J'ai vu quand la reine d'Angleterre est venue pour le cinquantenaire et maintenant je suis heureuse de venir pour le centenaire. Quelques minutes pour s'imprégner de l'humeur parisienne. La reine retourne ensuite à ses impératifs officiels. Et demain, la reine sera à Toulouse où elle visitera notamment l'usine d'assemblage du nouvel Airbus. Le procureur de la République de Châteauroux l'a annoncé en fin d'après-midi, un groupuscule néo-nazi a été démantelé, un groupe qui comprendrait une vingtaine de personnes. 14 ont été interpellés, mis en examen, des armes ont été saisies ainsi que de la documentation. François Privat, Alain Darigran. Des armes à feu de différents types et calibres, des munitions, une abondante littérature d'extrême droite, homophobe et antisémite.
le fruit d'une série de perquisitions effectuées par la police qui vient de démanteler un groupuscule néo-nazi dans la région de Châteauroux. On a des armes qui sont en état de fonctionnement, qui sont tout à fait diversifiées. On a des fusils de chasse, on a des armes qui sont évidemment beaucoup plus rares, mais on a quand même du matériel assez sensible. Des entraînements de type paramilitaire se seraient déroulés dans cette ferme, perdue en pleine forêt de la Brenne. C'est là qu'une partie des armes a été saisie. Le nom du groupuscule pouvait varier, l'Épervier ou encore les Loups du Berry. À sa tête, Paul Thor, gérant d'un restaurant à Saint-Maur, connu pour ses activités d'extrême droite. Au cours de soirées rock hardcore, il recrutait une partie de ses effectifs, principalement des lycéens. Ce groupe cherchait essentiellement à recruter auprès des jeunes et leur travail consistait à se trouver aux abords des établissements scolaires où ils essayaient de distribuer des tracts ou à poser des affichettes. Pour l'heure, l'enquête n'a pas permis de déterminer si les armes saisies devaient être utilisées dans un proche avenir. Stocker des armes, ça peut avoir une logique, dans la mesure où l'horizon c'est celui d'un affrontement armé, dans la mesure où c'est des gens qui sont absolument fascinés, qui se représentent eux-mêmes en guérilleros d'extrême droite, armes à la main, en stocker a un sens, mais normalement pas par un usage immédiat. Ce soir, seul Paul Thor, le responsable du groupuscule néo-nazi, est écroué. Les 13 autres personnes interpellées sont placées sous contrôle judiciaire. En bref, 6 personnes sont en garde à vue ce soir à Grenoble après l'agression d'un supporter de football de Saint-Étienne. C'était vendredi dernier. La victime, âgée de 20 ans, cherchait une place de stationnement, semble-t-il, avant de se rendre au match. Et c'est à cette occasion qu'une altercation l'aurait opposé à un groupe d'habitants d'une cité voisine. L'un d'entre eux avait été chercher un fusil et l'avait atteint à la tête. Il est toujours, à l'heure qu'il est, dans un état stationnaire. Le procès Dutroux, avec un incident à l'audience aujourd'hui. Le pédophile s'est rebellé lors d'une fouille et s'est légèrement blessé à la tête. Un couac de plus dans ce procès qui s'enlise un peu plus chaque jour. Trop long, mal conduit, les critiques fusent. Les familles des victimes s'indignent. Dominique Verdaillan, José Boulestex. Marc Dutroux n'est pas à une manipulation près. Il se plaint à son avocat d'avoir été frappé par les policiers lors de la fouille matinale. La version officielle est tout autre. Marc Dutroux est pris en flagrant délit de mensonge. Il paraît même que des caméras de surveillance auraient enregistré une manœuvre au cours de laquelle il se serait frappé lui-même la tête sur les murs. Bien. Mais un procès comme ça, c'est à se taper la tête contre les murs. Présents depuis 6 semaines, les familles d'Anne et des Fieux, une patience à dure épreuve. Soutenir le regard des accusés, des débats interminables et les provocations de Dutroux. Je trouve que ça dure très longtemps et c'est dur aussi. J'ai quitté la salle parce que moi je n'aime pas que les inculpés posent des questions, parce qu'ils connaissent la réponse. Une nouvelle fois, un juge et un policier ont avoué leur impuissance dans leur enquête. Un travail de fourmi, un travail en solitaire. Mais pour certains avocats, on se trompe de procès. Il y aura des livres sur le sujet, il y aura des historiens, des sociologues, des politologues, de tout ce qu'on veut qui vont s'exprimer sur le sujet, mais ce n'est pas le débat à la cour d'assises. Il y a 4 accusés et un acte d'accusation, nous sommes tenus par cela. 4 accusés que le président de la cour semble avoir oubliés dans leur box, aux grandes dames de ceux qui attendent des réponses de Dutroux. Il faudrait vraiment maintenant je ne dis pas qu'on le cuisine, mais il faudrait vraiment que les 4 soient sous la sellette, je crois. Si dans les 15 jours on n'a pas avancé, alors là ce sera un échec cuisant. Au 22e jour d'audience, la grande surprise de ce procès, ce sont les jurés. Attentifs, ils prennent des notes, mais surtout ils posent des questions et force est de constater que ce sont les leurs qui font avancer le débat. En France, quelle priorité pour l'école de demain? La synthèse du grand débat a été publiée ce matin. 26 000 réunions, 1,5 million de participants et au final, quelques grandes orientations qui pourraient déboucher sur une loi. Préoccupation principale, l'acquisition des savoirs et notamment des savoirs fondamentaux. Nabila Tabouri, Evelyne Goldman. 637 pages de synthèse, cela ressemblerait presque à un pavé, mais au ministère de l'Éducation, on est plus chic, on titre « Le miroir du débat ». Remis officiellement à François Fillon, le rapport résume 2 mois de réunions publiques. 4 pistes de travail ont été retenues. Principale préoccupation, la réussite des élèves. Il faut davantage les motiver et les faire travailler efficacement en allégeant des programmes jugés trop denses. Deuxième préoccupation, la lutte contre la violence et les incivilités. L'école doit instruire mais également éduquer. Plus de règles, plus de respect, mais aussi plus de sanctions. Vient ensuite la lutte contre l'échec scolaire. Les élèves en grande difficulté doivent être mieux pris en charge. Un recentrage sur les enseignements fondamentaux est même demandé. 4e impératif, mieux impliquer les parents, car pour beaucoup de participants, leur rôle est crucial
pour la réussite des élèves. Tout ce travail devrait déboucher en septembre non plus sur des constatations, mais sur des propositions et une loi d'orientation à l'automne. On l'a entendu, la notion de sanction a donc été souvent abordée. Pendant quelques années, elle a eu plutôt mauvaise presse. Aujourd'hui, elle est à nouveau réclamée. Florence Griffon, Stéphanie Labrousse. Le tumulte, puis le calme. Ici, l'équilibre est toujours précaire. Alors, quand les élèves rentrent en cours, ils ont pour obligation de poser sur la table ce petit cahier bleu, le carnet de liaison. À l'intérieur, la charte du collégien qui recense ce qui est permis et ce qui est interdit. Il faut que les enfants comprennent que la sanction, ce n'est pas l'arbitraire d'un adulte. La sanction, elle correspond à des règles qui ont été décidées, votées, choisies par tous, et par les adultes et par les élèves. Et l'échelle des sanctions est particulièrement développée dans ce collège de banlieue parisienne. Ça va de la réprimande verbale, passant par des punitions, des devoirs à faire, jusqu'aux heures de colle. Et puis si plus, on rencontre les CPE et on discute avec eux d'une sanction un peu plus lourde. Retenue, heures de colle, travaux d'intérêt général, on est très loin du bonnet d'âne et des châtiments corporels des années 50. Bien sûr, sans en revenir à ces extrémités, certains enseignants réclament un retour à l'autorité. Et les parents sont nombreux à approuver, certains surenchérissent. Quand la maîtresse leur donne une punition parce qu'ils n'ont pas été sages ou parce qu'il y a eu un problème en classe, et ils savent que la punition est doublée à la maison. S'ils ont une page de ligne, elle sera doublée automatiquement. Paradoxalement, les profs ne sont pas les seuls à revendiquer plus d'autorité. D'après une étude récente, 83% des jeunes estiment que l'autorité est une qualité essentielle chez les enseignants. L'actualité à l'étranger, d'abord la poursuite de la rébellion des chiites radicaux en Irak. Dans plusieurs villes, les milices ou les partisans du chef Moqtada Sadr contrôlent des quartiers entiers. Vincent Nguyen. Le calme n'est qu'apparent. La tension, on la touche du doigt tant elle est forte. Le doigt, en l'occurrence, les Américains l'ont sur la gâchette. 3 soldats ont été tués non loin d'ici aujourd'hui. Une attaque, ça va vite. Il n'y a qu'à demander à ces Espagnols qui patrouillaient hier à Diwaniyah, dans le sud. Les miliciens chiites n'hésitent pas à attaquer les convois militaires et les bases de la coalition. Les murs tiennent pour le moment. Et les hélicoptères ne font pas de quartier. Ça sentait encore le brûler ce matin dans la banlieue chiite de Bagdad. Les carcasses fument encore d'hier et à terre traînent des morceaux de guerre. Salah raconte. Les miliciens chiites se cachaient par là pour téléphoner. Des hélicoptères américains les ont repérés et ont tiré. Mais c'est nous qu'ils ont touchés. Des voitures, des maisons et puis des hommes. Ici, les accrochages entre Américains et miliciens ont tué près de 40 personnes en 2 jours. En enterrant leurs morts ce matin, qu'avaient en tête ces Irakiens? Tristesse, haine, injustice, rien de bon en tout cas. Certains excédés songent peut-être à prendre une arme et un foulard pour aller, comme ces gars de Fallujah, combattre l'occupant. Pour l'administrateur américain en Irak, Paul Bremer, il est excessif de parler d'insurrection. Il dénonce une milice hors la loi condamnée par les autorités officielles chiites. Nos envoyés spéciaux Bertrand Coq et Gilles Jacquier ont rencontré aujourd'hui l'entourage de Moqtada Sadr. Voici leur reportage. Désormais, plus personne n'ignore le nom de leur chef vénéré, le jeune Saïd Moqtada Sadr. Depuis 2 jours, ses partisans payent le prix du sang à Bagdad, comme à Najaf ou à Nassaria. Mais l'armée de Mehdi, sa milice, ne manque pas de candidats au martyr. Nous sommes de vrais musulmans, les Américains sont des juifs et des chiens, les pays arabes des traîtres et le gouvernement provisoire des poules mouillées. Aujourd'hui, les disciples de Moqtada occupent la rue, comme à Koufa, et accaparent l'attention des médias. Contre les infidèles, dit ce jeune cher, je demande à tous les chiites d'Irak de se battre aux côtés de Moqtada. Depuis que les Américains l'ont décrété hors la loi, Moqtada a quitté sa retraite de Koufa pour se réfugier à Najaf. Sous la garde de ces hommes en noir, ils sont dans la ville la seule autorité. Même les policiers se sont ralliés. On n'a pas peur des Américains, on se bat pour l'islam. S'ils viennent, on les repoussera. Et ce policier promet l'enfer aux Américains et se dit prêt à mourir pour protéger Moqtada Sadr. Pour les Américains, intervenir ici dans la ville où repose Ali, le gendre du prophète et fondateur du chiisme, est presque aussi impensable que de prendre d'assaut le Vatican. En réalité, la menace dont cherchent à se garder les hommes de Moqtada
viendraient plutôt des chiites eux-mêmes, imams plus installés, portés au compromis que le bouillant Saïd indispose. Dans la ville sainte, les comptes se règlent au couteau ou à la voiture piégée. Devant la presse, l'un de ses porte-paroles en appelle d'ailleurs à l'union de toutes les forces anti-américaines. Cette démonstration de force est-elle le prélude à un embrasement général ou la partie visible d'une lutte sans merci pour le partage du pouvoir entre fractions chiites? Il est encore trop tôt pour le dire. Mais l'Irak étant loin d'être pacifié, l'époque est favorable aux plus radicaux. Les derniers jours et les derniers meetings de la campagne électorale en Algérie, Abdelaziz Bouteflika s'est adressé hier soir à une dizaine de milliers de ses partisans à Alger dans cette salle Omnisport. Il a appelé à voter pour lui pour en finir définitivement, dit-il, avec les affrontements du passé et la guerre civile. Son principal adversaire, Ali Benfli, s'est élu en Kabylie où il a reçu un accueil chaleureux. L'État algérien doit reconnaître sa responsabilité dans les injustices commises dans cette région, a-t-il affirmé, en faisant son mea culpa puisqu'il était Premier ministre au moment des émeutes sévèrement réprimées. C'était au printemps 2001. L'Algérie qui va mieux, on l'a dit, mais qui reste un pays bloqué. Les jeunes, par exemple, ont du mal à y trouver leur place, d'où un sentiment mélangé à quelques heures du vote. Envoyé spéciaux Jérôme Bonny, Abdelzouyesh. Qu'elles semblent loin, les années de plomb, au bord de la baie d'Alger. Les amoureux sont devenus insouciants. Oubliez l'époque où les gardiens de la vertu terrorisaient les populations. L'époque où la moindre manifestation publique d'affection pouvait coûter la vie. Aujourd'hui, les couples profitent sans complexe du printemps d'Alger. Dans un pays où la moitié de la population a moins de 25 ans, la jeunesse revit. On sort le soir, on fait ce qu'on veut, on est libre de tout faire. On s'occupe un peu plus de nous, qu'il y a de la sécurité, il y a des policiers qui marchent à pied et tout. Avant, il n'y avait pas ça, on a été terrorisés un peu. Zachary et Hakim sont des enfants de Bab el-Oued. Les femmes, elles ont moins peur qu'avant, elles savent qu'il n'y a pas de terrorisme, elles peuvent s'habiller comme elles veulent. Moi, je trouve que c'est plus beau une femme qui n'est pas voilée. Comme tous les garçons de leur âge, ils n'ont qu'une chose en tête, les femmes. Il y avait une Française qui est venue chez moi là, le 13 février. Ça fait bientôt 3 ans que je suis avec elle. Comment dirais-je, j'avais la liberté totale. Mais leur liberté retrouvée a ses limites. L'Algérie est toujours un pays musulman. Pour trouver un endroit, c'est pas facile parce que déjà les hôtels ils exigent des actes de mariage pour accéder à une chambre avec une femme, il faut un acte de mariage. Et donc, il faut aller dans les forêts, se cacher et tout, dans les bois. Aujourd'hui, Alger a ses coins réservés aux amoureux. Le parc de la Liberté, par exemple, où les sentiments se donnent libre cours. Mais dans la discrétion, loin des familles. C'est demain qu'auront lieu au Rwanda les commémorations du génocide. 800 000 à 1 million de morts, c'était il y a 10 ans, mais sur place, les comptes sont loin d'être soldés. Les arrestations continuent et on retrouve aujourd'hui encore des charniers ici ou là. Envoyés spéciaux, Éric Monnier, Frédéric Ranc. 10 ans après le génocide, on exhume toujours des cadavres des fosses communes au Rwanda. Dans cette arrière-cour de Nyamirambo, quartier populaire de Kigali, le terrible travail a commencé la veille. Combien sont-ils à avoir été jetés dans ce trou en avril 1994? 300, 400, hommes, femmes, enfants. Pour les familles, l'instant est effroyable. La plupart d'entre elles ont la quasi-certitude de retrouver ici l'un des leurs. On espère et on redoute à la fois un bout de vêtement, un objet qui permettrait l'identification. On espère pour mettre fin à une insupportable incertitude. On redoute car ces crânes, ces ossements enchevêtrés s'imposeront à jamais au souvenir du défunt encore vivant que l'on conservait dans un coin de mémoire. Vous pensez que vous connaissiez des gens qui étaient ici? Oui. Des gens de votre famille, des gens proches? Augustin ne nous avouera qu'une fois la caméra éteinte qu'il vient de retrouver la montre de sa sœur. 10 ans après, même, ça reste encore des moments très difficiles. Bon, ça va toujours rester jusqu'à la fin de notre vie. Hein. Ça va toujours rester, ça ne peut pas partir comme ça.
Des indices aussi de l'acharnement des tueurs, comme ce bidon d'essence utilisé pour brûler les corps. Moi, je trouve que c'est quand même au-delà de l'humain. Hein. Au-delà de l'humain. En tout cas. Même, je crois, le diable, même Satan, on ne comprend rien. Vous venez de découvrir quelque chose? Oui. Qui vous concerne? Une fois arrêtés et en échange d'une réduction de peine, les auteurs du génocide indiquent parfois, mais au compte-gouttes, l'emplacement des charniers. Les Rwandais savent que ces découvertes macabres se poursuivront pendant des années. Et pour la France, c'est Renaud Muselier, le secrétaire d'État aux Affaires étrangères, qui se rendra sur place à l'occasion de ces commémorations. Retour en France, justement, avec ce naufrage sur l'étang de Thau, un voilier de plaisance qui transportait 14 personnes a chaviré. Il y a un mort, le skipper, et un blessé grave, un enfant âgé d'une dizaine d'années. Sur place, Jean Brun, Pascal Ponce. Ils étaient partis pour une simple excursion en bateau à travers l'étang de Thau en début d'après-midi. C'est en rentrant à Metz que le voilier a chaviré, puis coulé. Équipés de gilets de sauvetage, les 10 enfants et leurs 4 accompagnateurs tombent dans une eau à 10 degrés. Rapidement, une péniche barrée par un touriste suisse les aperçoit et se porte à leur secours. On a accroché une amarre à une bouée, on leur a lancé une bouée, ils s'accrochaient, on les ramenait au bateau et on remontait les personnes. Dès qu'ils étaient tous remontés, on se déplaçait vers le groupe suivant, on relançait la bouée et on a fait ça 5 ou 6 fois. Le skipper du voilier, un homme de 48 ans, est décédé d'un arrêt cardiaque et un jeune de 11 ans est dans un état critique après une crise d'hypothermie. On ne connaît toujours pas les causes de l'accident. Fréquemment, ce qui est étonnant, c'est que en fait, c'est un étang donc, qui est normalement protégé par des coups de vent, qui est protégé par une houle importante. Et malheureusement, donc, malgré ces conditions qui normalement favorisent une sortie en mer, eh bien, nous avons un décédé et un enfant qui est dans un état critique. Très choqués, ces jeunes originaires de la région de Toulouse ont été pris en charge par une cellule psychologique. Peut-être une découverte importante pour lutter contre ce que l'on a appelé la drogue du violeur, cette substance inodore, indétectable au premier abord et qui annihile toute résistance. Elle a fait son apparition il y a quelques années. Eh bien, une équipe de chercheurs anglais a mis au point un testeur, Agnès Monteux. Une nouvelle menace qui peut arriver à n'importe qui, n'importe où. La drogue du violeur, incolore et sans saveur. En 4 ans, plus de 150 plaintes ont été déposées. Mais difficile de savoir combien de personnes ont été réellement abusées, sans volonté devant leur agresseur. Par définition, certaines ne s'en souviennent plus. Disponible sur Internet, la kétamine, un anesthésique, le GHB, un produit qui fait perdre la mémoire, ou le rohypnol, un somnifère, sont de plus en plus faciles à se procurer. Mais aujourd'hui, ils ne sont plus indétectables. Un laboratoire anglais vient de mettre au point un test. Il permettra de vérifier la présence ou non d'un de ces 3 produits dans son verre sur place en cas de doute. Des gens qui ont été violés viennent nous demander de l'aide, mais nous avons du mal à analyser les échantillons d'urine. Nous travaillons aussi sur les tests de cheveux, mais c'est très compliqué. Alors, nous voulions faire quelque chose pour les aider, pour aider ces gens et vite. Messages d'information, distribution de tracts ou de couvercles pour protéger son verre, la prévention existe déjà dans nos boîtes de nuit. Ce test, bientôt disponible en France, devrait permettre de mieux lutter contre ce phénomène. Après les États-Unis, on reparle du mariage homosexuel en France. Il y a le débat de principe, il a souvent été évoqué, mais c'est le débat juridique qui est maintenant ouvert. Un groupe de juristes a créé en effet un collectif. Il estime qu'aucun élément du Code civil ne s'oppose à ces mariages et plusieurs élus, à Paris notamment, se disent prêts à célébrer de telles unions. Dossier signé Gaël Chauvin, Laurent-Di. Un regard tendre, c'est tout ce que se permet Jérôme quand il est en public avec Sylvain. Le couple vit ensemble depuis plus d'1 an et s'il rêve aujourd'hui de mariage, c'est que le Pacs, seule reconnaissance officielle possible de leur union, n'est pas une solution satisfaisante. Si nous sommes paxés, en cas de décès, Sylvain peut très bien se retrouver à la porte du jour au lendemain si ma famille décide de l'en expulser. Bon, ça s'est déjà vu, notamment dans les années les plus noires, du sida. Ça existe encore et le Pacs n'a pas permis de répondre à cette question alors que le mariage le pourrait. Autre limite, le Pacs n'est pas reconnu en dehors de l'Hexagone. Il ne permet pas non plus l'adoption. Des droits qu'apporterait le mariage s'il était légal.
C'est justement le cheval de bataille de ce juriste. Pour lui, le mariage homosexuel n'est interdit par aucune loi. À l'époque de Napoléon, c'était tellement évident que les couples étaient hétérosexuels qu'on n'a même pas pensé à introduire la définition du mariage comme étant l'union d'un homme et d'une femme. Eh bien, nous allons jouer justement là-dedans. Nous allons essayer de faire interpréter l'absence de définition du mariage comme étant donc la porte ouverte au mariage homosexuel. Voici le seul article qui restreint le mariage. L'homme avant 18 ans révolu, la femme avant 15 ans révolue ne peuvent contracter mariage. Seul l'âge est imposé, l'hétérosexualité du couple est seulement implicite. Alors, dans ce vide juridique s'engouffrent certains maires. Jacques Bouteau, par exemple, se dit prêt à marier des couples du même sexe dans la mairie du 2e arrondissement parisien. Lorsqu'on se marie, on promet fidélité, secours et assistance à l'autre personne du couple. Je crois qu'il est discriminant d'interdire cette possibilité à deux personnes qui souhaitent le faire au prétexte qu'elles seraient du même sexe. Mais qu'ils soient de droite ou de gauche, peu de maires acceptent l'idée de célébrer ce genre d'union. Ces détracteurs mettent en avant la vocation première du mariage. Le mariage est fait pour les gens de sexe opposé, hétérosexuels, qui veulent vivre ensemble, procréer. Au stade où nous sommes, je considère que c'est au législateur de se prononcer. Aux États-Unis, le maire de San Francisco avait exploité le même type de faille juridique, jusqu'à ce que la Cour suprême suspende les mariages homosexuels. En bref, vers une sortie de crise pour les chercheurs, nous allons aboutir très rapidement à confier le nouveau ministre délégué François Daubert. Le collectif Sauvons la Recherche lui-même se dit raisonnablement optimiste à propos des 550 postes qui avaient été supprimés. Une nouvelle réunion doit avoir lieu demain à midi. Une étape de plus vers l'assemblage final pour l'A380. Les premiers morceaux de fuselage de l'avion géant avaient passé, on l'avait montré, l'obstacle de la Garonne. Ils ont été transportés sans encombre la nuit dernière à Eauze, dans le Gers, l'avant-dernière station avant Toulouse. David Bazier, Bernard Bonnard. Et Eauze, dans le Gers, le convoi de la 380 attend la nuit pour reprendre sa route, destination Toulouse, qu'il atteindra le 8 avril. J'ai raté son passage à Barbotan-les-Thermes cette nuit, alors c'est pour ça que je suis venu voir aujourd'hui. Car hier soir, c'était une vraie fête populaire pour voir passer la tête, le ventre, la queue de l'avion géant. 1000 mètres de convoi, 170 tonnes qui s'ébranlent sur les départementales après avoir navigué depuis Hambourg jusqu'à Langon, petit port fluvial de Gironde. On est content que ça se passe dans notre ville, que c'est un grand événement. Je crois qu'après le Concorde, tout le monde sera fier de voir cet engin voler. Vitesse moyenne du convoi, 20 km/h. Il arrive bientôt là, une vingtaine de minutes. On enlève les panneaux avant son passage, mais dans les villages, la 380 frôle les maisons et ralentit. Certaines portions nécessitent même un radioguidage à pied. Pour féliciter les chauffeurs, les bandas du sud-ouest entament des airs de feria. C'est mérité, car avant le pilote dans l'avion, il en faut un dans le camion. Voir comment on est applaudi, ça fait plaisir. Ça touche, parce que il y a du monde quand même. Airbus espère affréter un convoi par semaine, car 129 appareils ont déjà été commandés. Premier vol en 2006. Les sciences encore, le gouvernement lance aujourd'hui une campagne pour faire décoller l'énergie éolienne en France. Problème, au même moment, l'installation des grandes hélices est vivement dénoncée à Azincourt. Azincourt est un lieu historique où s'est déroulée une bataille décisive entre Français et Anglais pendant la guerre de 100 ans. On y revient. Pour beaucoup d'habitants du village, les éoliennes pourraient dénaturer le site. Daniel Wolfrom, Philippe Mugerin. Encocher, bander, tirer. Mais si le 25 octobre 1415 il y avait eu un vent comme ça, eh ben peut-être que les chevaliers français auraient gagné. Sur cette terre d'Azincourt, un des plus gros chocs du Moyen-Âge. La bataille en effet anéantit la fine fleur de la chevalerie française. En ce funeste 25 octobre 1415, les cavaliers embourbés dans la terre détrempée du Pas-de-Calais tombèrent sous les pluies de flèches décochées par des milliers d'archers gallois au service du roi d'Angleterre Henri V. Un vrai massacre. 6 siècles plus tard, la terre d'Azincourt est toujours un objet de fascination pour les historiens amateurs, anglais comme français. Mais problème, la municipalité et la préfecture viennent d'autoriser l'implantation de 4 grandes éoliennes en lisière du site, au-delà des arbres et des pylônes. Parce que nous sommes sur un champ de bataille, mais c'était aussi un champ, comme aujourd'hui c'est un champ. C'est une des raisons pour lesquelles il faut préserver ce qui existait déjà il y a presque 600 ans.
Éolienne ou pas, Azincourt reste d'abord un symbole pour les anglo-saxons. La plupart des 32 000 visiteurs l'an dernier pour le site, comme pour le petit centre historique du village. Explication. Le nom d'Azincourt est très connu des Américains, comme des Anglais, probablement à cause de la pièce de Shakespeare, Henri V. Si entre Anglais et Français c'est l'entente cordiale depuis un siècle, à Azincourt, entre Français aujourd'hui, c'est plutôt la mésentente. Vu d'ici, moi je pense pas que ça défigure quoi que ce soit. Pas plus, je vous dis que ces poteaux à haute tension qui sont là-bas. Tout là-bas au fond là. Tout là-bas au fond. Ça ne se verra pas plus. L'histoire, le patrimoine sont bien des valeurs sûres, même quand il ne reste plus que la terre et des fantômes pour témoigner. Après l'histoire, la gastronomie, c'est la saison du chocolat, la saison des fêtes de Pâques. Ce soir, le chocolat au prix du caviar, ou presque, celui des grands créateurs, les 3 étoiles du cacao, François-Julien Piednoir, Yann Moine. Il y a les cloches, le lapin, les fritures et la traditionnelle poule pondeuse des traditionnels œufs en chocolat. Mais à Pâques, certains chocolatiers sortent de leurs coquilles et se permettent toutes les fantaisies. Drôle d'idée pour un œuf de se prendre pour un cube. Du haut de son socle et sans ses rondeurs, l'œuf se prend pour une œuvre d'art. Moi je trouve que c'est sympathique, ça m'a fait penser aux compressions de César. Et j'ai acheté ça parce que je trouve que c'est bien pour des adultes. C'est un beau petit cadeau. 165 € tout de même. À ce prix, on n'ose que dévorer des yeux cette compression Pascal, fantasme du chocolatier créateur. Mon idée de Pâques, c'est à la fois la tradition pour ceux qui aiment la tradition, mais c'est aussi la création pour nous les chocolatiers, parce que c'est un des moments où on peut créer quelque chose, on peut avoir une vision différente de la tradition. On commence toujours par une première couche pour enlever toutes les bulles d'air, pour avoir un moulage très net. Pierre Hermé casse le moule de la tradition. Ici, la fève de cacao des Caraïbes donne vie à une statuette d'un dieu précolombien. Le chocolat porte le masque de fécondité du Népal, un but envoûter l'amateur de saveurs. En cette fête religieuse de Pâques, certains diront une hérésie, un sacrilège. C'est vraiment pas dans mon esprit de jouer la provocation, au contraire, c'est purement esthétique. 30 à 40 € pour cette création éphémère, un vrai dilemme pour les fondus de chocolat, admirer ou déguster. À chacun de choisir. Cinéma à la sortie demain du dernier film de Jean-Jacques Hano, Deux frères. Signe particulier, les héros sont des tigres, de vrais tigres. Comment fait-on d'un félin une star de cinéma? Il y a maintenant des dresseurs spécialisés. Pascal Deschamps, Jean-Louis Melin. Un quart de tonne de muscles, une mâchoire à vous broyer un homme. Comment faire de 2 félins les héros d'une aventure de près de 2 heures? Pas un documentaire animalier, non, une fiction qui raconterait une véritable histoire. Il était une fois 2 frères. 2 frères bientôt séparés par les hommes qui, dans ce coin de jungle cambodgienne, convoitent d'autres richesses. 2 bébés tigres arrachés à leur mère. L'un sera promu animal de compagnie, tel une peluche. L'autre échouera dans un cirque dressé pour de mortels combats. Et bien sûr, ils se retrouveront face à face dans l'arène. Un projet fou comme les aime Hano, un défi pour son dresseur. Pour quelqu'un qui connaît les tigres et qui regarde le storyboard, c'est quasiment tout impossible. Je veux dire, c'est pas possible, quoi. Il y a des choses, c'est pas possible. C'est des animaux, c'est pas de la technique, c'est pas du matériel, c'est tout ça. Donc, même si je sens que je vais pouvoir faire ça ou ça ou ça, je ne peux pas le signer avant en disant, voilà, 100% t'auras ça. Et pourtant, il l'a fait, grâce à une méthode bien à lui. Dans sa ménagerie de 60 félins installée en Vendée, il établit patiemment avec chacun de ces animaux une relation particulière, fondée sur un langage commun. Ah si. Dans la voix, il passe votre humeur et votre volonté et la pression que vous mettez ou au contraire que vous relâchez sur l'animal. Et ça dira à l'animal, ah, mon dominant est fâché là, il faut que j'obéisse vite, alors s'il comprend, il va aller vite. Et dès qu'il aura fait, ah, mon dominant est content. À l'intérieur d'une zone de plusieurs hectares délimitée par un filet, seuls les fauves et leurs dresseurs étaient en liberté. C'est l'équipe de tournage qui était en cage. Le résultat va bien au-delà de ce qui a été obtenu jusque-là avec des tigres. Va plus à gauche quand tu conduis là, Christophe, va plus à gauche. Thierry Leportier disait on était tous comme sur un petit nuage et tout le monde poussait dans le même sens. Il y avait un petit sentiment ou un grand sentiment d'émerveillement.
La beauté des images et la morale de ce conte font de Deux Frères un grand film tout public. Problème, après Le Monde de Nemo, tous les enfants voulaient un poisson clown, que les parents s'attendent donc à trouver un bébé tigre sur la prochaine lettre au Père Noël. Voilà, sortie demain. Et à propos de fiction, sachez que Colette sera diffusée sur notre antenne, sur France 2, les 26 et 27 avril prochains. Colette, vous le savez, c'est le dernier téléfilm tourné par Marie Trintignant. L'actrice achevait le tournage en Lituanie au moment de sa mort. Pour terminer, parce que nous vous devons des comptes, le détail du Téléthon 2003 maintenant. Vous aviez été particulièrement généreux en décembre dernier, 97,5 millions d'euros, un nouveau record. Où va cet argent? Vers quel type de recherche? Sophie Rodier et Mathieu Drejoux. 95 150 783 euros. C'était en décembre dernier. Aujourd'hui, le résultat est même supérieur aux promesses de dons. Au total, le Téléthon 2003 aura permis de récolter 97 657 833 euros. Grâce à l'argent des donateurs, le combat contre les maladies génétiques peut continuer, comme ici, à l'Institut de myologie à Paris, un centre d'études sur le fonctionnement des muscles. Dans cette structure, financée par le Téléthon, 300 patients atteints pour la plupart de myopathie sont suivis chaque année. Ça nous permet d'avoir une cartographie des atteintes, c'est-à-dire quels sont les muscles qui sont les plus atteints et la vitesse de leur dégradation. Tu regardes bien devant toi quand tu marches. Diagnostiquer les atteintes, mais aussi entreprendre des recherches qui permettront un jour de pallier ces destructions. Et ce n'est pas une utopie. Grâce à la générosité des Français, en 16 ans, les gènes impliqués dans 740 maladies rares ont été isolés. Progressivement, les recherches quittent le laboratoire pour passer aux essais sur l'homme. Une équipe ne peut pas être soutenue seulement sur un an, il faut plusieurs années pour pouvoir arriver justement à ces essais cliniques. Et plus de 300 programmes de recherche sont en route avec l'objectif de vaincre ces maladies génétiques le plus vite possible. Et rendez-vous donc en décembre. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Tout de suite la météo. Isabelle Martinet, 20h55, une comédie américaine, Miss Détective avec Sandra Bullock. Minuit et demi, dernier journal, Jean-Claude Renaud. Dès 6h30 Télématin dans les 4 vérités, Françoise Laborde recevra Pierre Messmer à l'occasion du 30e anniversaire de la mort de Georges Pompidou. Et on se quitte sur ces images d'autres animaux, pas des stars, mais des survivantes. C'est 48 000 tortues lâchées dans une rivière au Venezuela. Une espèce en voie d'extinction. Pour la sauver, le gouvernement élève plusieurs milliers d'animaux chaque année avant de les réintroduire dans leur milieu naturel. À demain.